Spaghettis aux boulettes de viande. Le choix de préparer ce plat a révélé un crime des plus macabres. En fin de journée, une femme hésitait sur le dîner et a finalement choisi de préparer des spaghettis aux boulettes de viande. Elle est allée jusqu'au réfrigérateur pour prendre la viande hachée, mais elle s'est rendue compte qu'il n'y en avait plus. Puis, elle s'est souvenue qu'en réalité, il y avait beaucoup de viande chez elle. Quelques semaines auparavant, une connaissance de son mari était venue chez eux pour demander un service. L'électricité de la maison de cet ami était coupée. Et il était là avec un congélateur plein de viande, craignant de perdre toute sa marchandise. Il a demandé à son ami s'il pouvait laisser le congélateur dans sa cave. L'ami a accepté sans problème, donc le fameux congélateur était là dans la maison depuis ce jour, posé tranquillement dans un coin. Et quand la femme s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de viande, elle s'est dit pourquoi ne pas aller là-bas et emprunter un peu de viande. Ensuite, je remplacerai et personne ne s'en apercevra. Elle a descendu les escaliers, approché du congélateur, mais a vu un problème, il était fermé par un cadenas. Et à ce moment-là, elle s'est souvenue que le gars avait même demandé à ce que personne ne touche au congélateur. Mais face à cette idée pas du tout dangereuse, elle s'est dit, tu sais quoi? Je vais essayer d'ouvrir ça. Pour être honnête, la curiosité l'a emportée. Elle a alors manipulé le cadenas avec un tournevis, l'a dévissé et il s'est ouvert. Elle a alors soulevé le couvercle et là, une énorme odeur de viande l'a frappée. En fait, c'était une odeur douce et pourrie, âcre, qui colle même à la gorge. Elle a jeté un coup d'œil et a vu là quelques sacs poubelles noirs, bien attachés, ainsi qu'un seau. Je ne sais pas si elle avait conscience de ce qu'elle venait de voir, mais tout de suite, elle a ressenti une sensation étrange, qu'il y avait quelque chose de très mauvais. Là, elle a refermé et est montée. Alors elle est restée là-haut, attendant que son mari arrive pour qu'ils y retournent ensemble, qu'elle lui raconte tout et qu'ils ouvrent ensemble. Le fait est que les pâtes aux boulettes, à ce stade-là, ça n'allait plus du tout, n'est-ce pas? Quand le congélateur a été rouvert, cette histoire de peur que la viande se gâte s'est effondrée sur le champ. Et c'est ainsi, avec le choix du plat pour le dîner, que la police de cette petite ville a reçu l'appel qui allait tout débloquer. Une affaire qui durait déjà depuis des mois. Juste sous le nez de tout le monde, y compris de sa propre famille, de la femme qui se trouvait dans ce congélateur. Une femme qui, pendant des mois, n'avait même pas été considérée comme disparue et qui n'était officiellement attiré l'attention de la police que quelques semaines auparavant. Après cette scène que j'ai racontée, je suis Marcos Campos et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de Shannon Graves, une femme qui est morte mais qui est restée vivante pendant des mois. Son téléphone répondait, sa voiture circulait en ville, sa carte bancaire était utilisée pour faire des achats à plusieurs endroits, mais rien de tout cela, évidemment, n'était vraiment Shannon. C'était une mise en scène macabre, organisée par des personnes qui, après lui avoir ôté la vie, ont encore essayé d'utiliser ses traces pour convaincre tout le monde qu'elle était toujours là. Et si tu aimes les histoires vraies racontées de cette façon, avec beaucoup de détails, pense à devenir membre de la chaîne pour m'aider dans les productions. Chaque semaine, au moins 3 épisodes inédits ici. Les données étant posées, passons aux faits. La femme qui n'a pas disparu. Pour comprendre comment cette femme s'est retrouvée dans ce congélateur, dans la cave de quelqu'un qui n'avait rien à voir avec elle, avec cette histoire, il faut remonter environ 5 mois en arrière dans la chronologie de cette affaire et aller à Youngstown, dans l'Ohio. La victime s'appelait Shannon Graves, elle avait 28 ans, et vers février 2017, Shannon a tout simplement disparu, disons. Elle a arrêté de participer aux événements familiaux, de venir au travail et de voir ses amis disparaissant de la vie quotidienne de tous. Dans n'importe quelle situation normale, une personne proche qui disparaît de cette façon, ça allume tout de suite le signal d'alarme, non? Sauf que, dans le cas de Shannon, personne n'a vraiment été alarmé, du moins au début, parce qu'il y avait une explication qui circulait pour justifier son absence. Cette explication venait de son petit ami avec qui elle vivait. Chaque fois qu'on lui demandait des nouvelles d'elle, il répondait toujours la même chose, avec quelques variantes, mais au fond, que les deux s'étaient que séparés. Et que Shannon avait pris ses affaires et était parti à Cleveland, soi-disant pour être avec un autre homme. Plus tard, il a changé cette histoire. Il a dit qu'elle était partie à Columbus pour être avec un autre homme. Et tu sais, aussi étrange que cela puisse paraître, la famille avait des raisons, disons, d'avaler cette version de l'histoire, ou ces versions.
Shannon, d'après ce qu'on dit, était une personne qui aimait vivre librement, entourée d'amis, du genre à disparaître parfois pendant un moment, puis à réapparaître, tu vois. Sa vie non plus n'avait pas été des plus faciles. Elle avait perdu sa mère, elle était passée par une période compliquée, mais elle commençait à s'en sortir. Elle venait d'obtenir son diplôme en cosmétologie et était enthousiaste à l'idée de débuter sa carrière dans la beauté. Donc l'idée qu'elle ait rassemblé ses affaires et soit partie recommencer sa vie à zéro quelque part, comme ça, du jour au lendemain, n'était pas si improbable que ça. Mais il y avait un détail qui troublait tout le monde. Shannon, même absente physiquement lors d'une réunion de famille, au travail ou avec des collègues, restait toujours présente dans la ville, tu vois. Elle continuait à laisser des traces. Le téléphone envoyait des messages normalement, sa carte était utilisée pour plusieurs achats. Sa voiture était vue en train de circuler à Youngstown. Pour la famille, tout cela semblait normal et simple. Elle ne se montrait simplement pas. Pourquoi? C'était apparemment son style. Mais c'était justement ça, le piège, le problème. C'est que Shannon ne recommençait pas du tout sa vie dans une autre ville. Sa vie était dirigée et contrôlée par d'autres personnes. Comme si quelqu'un avait laissé seulement sa coquille là, juste pour tromper les autres. La famille a continué comme ça pendant des semaines, jusqu'à ce qu'un petit détail commence à révéler la véritable histoire. Un détail qui ne collait pas du tout avec cette histoire, maintenant on le sait, bidon, que Shannon était simplement partie pour recommencer sa vie. Le détail? Sa petite chienne. Shannon était obsédée par Molly, sa petite chienne. Ceux qui connaissaient les deux disaient qu'elle ne laisserait jamais, sous aucun prétexte, cet animal derrière elle pour déménager dans une autre ville, par exemple. Elle emmènerait la chienne avec elle, quoi qu'il en coûte. Et Molly n'était allée nulle part. La petite chienne était encore dans la même maison. Sauf que maintenant, elle était sous la garde de quelqu'un d'autre. Et pour la famille, ce détail ne collait pas du tout avec l'histoire qu'on leur avait racontée et à laquelle ils avaient fini par croire pendant un certain temps. Que Shannon parte soudainement, pour une raison quelconque, qu'elle laisse son téléphone, sa voiture, d'accord. Mais selon ceux qui la connaissaient, elle n'aurait jamais abandonné sa petite chienne. Et c'est justement ça qui a brisé le sentiment de normalité dans cette histoire étrange de la disparition de Shannon, qui continuait à donner des signes de vie de façon indirecte. En juin 2017, note qu'à ce stade, cela fait déjà environ 4 mois depuis que quelqu'un a vraiment vu Shannon. C'était en février. Sa sœur donc, à cette période-là, en juin, Debbie est allée à la police de Youngstown et a signalé la disparition de sa sœur. Elle et l'ex-fiancé de Shannon ont commencé à chercher par eux-mêmes, frappant aux portes des connaissances, posant des questions, rassemblant tout ce qu'ils pouvaient. De l'autre côté de cette histoire, son petit ami a commencé, disons, à commettre des erreurs dans son plan bizarre. Ce petit ami, d'ailleurs, n'était pas un saint, tu sais. Il y avait déjà eu des démêlés avec la police et était toujours mêlé au trafic de drogue. Pour te donner une idée, en avril, un policier de Youngstown a essayé de l'arrêter lors d'un contrôle routier banal. Au lieu de s'arrêter, le gars a tout simplement pris la fuite en voiture. Il y a eu une course-poursuite, il a abandonné le véhicule en chemin et a encore essayé de s'enfuir à pied avant d'être immobilisé et arrêté. À ce moment-là, c'était juste un gars de plus fuyant la police. Personne n'a pensé à Shannon. Mais en regardant cet épisode maintenant, on voit un homme de plus en plus nerveux, angoissé par quelque chose, non? Il fait de plus en plus de bêtises. Eh bien, c'est en juin que la police a vraiment ouvert l'enquête sur la disparition. 4 mois plus tard. 4 mois, inutile de le dire, c'est très long, non? Mais ils étaient trompés par un plan monté précisément pour correspondre à ce que tout le monde attendait déjà de Shannon, tu vois. Après tout, des choses ordinaires semblaient prouver qu'elle était vraiment vivante. Comme je l'ai déjà dit, tout cela n'était que du théâtre. Mais attends la suite. Au final, ce n'est pas l'enquête de la police qui, disons, a mis le feu aux poudres pour faire éclater cette affaire, d'accord? Ce qui a tout déclenché, c'est une femme qui voulait juste préparer le dîner. Et... Et là, bon, pour revenir à cette scène qui a ouvert l'épisode, n'est-ce pas? Du congélateur, la femme qui l'ouvre, cette odeur sucrée, pourrie. Je dois parler de la faveur qui a été faite, n'est-ce pas? Donner ici plus de détails sur cette partie de l'histoire. Eh bien, la maison où ce congélateur s'est retrouvé se trouvait à Campbell, petite ville proche de Youngstown. Le propriétaire connaissait le petit ami de Shannon. Les deux s'étaient rapprochés des années auparavant à cause de la musique. Apparemment,
le fameux petit ami de Shannon. Il aimait le son, il parlait d'enregistrer quelques morceaux de rap. Ce n'étaient pas vraiment des amis, d'accord? Les deux. Ce qui rend tout ça plus étrange, c'est ce qu'il va faire, je vais vous raconter. Bref, le propriétaire de la maison trouvait d'ailleurs le petit ami de Shannon un peu bizarre, un peu imprévisible, parfois même agressif. Mais quand il est venu avec l'histoire de la coupure de courant chez lui, du congélateur plein de viande qui allait bientôt pourrir, c'était une demande banale. Banale au point qu'il ne pouvait pas refuser ou se méfier de quoi que ce soit à ce moment-là. Je veux dire, il aurait pu parce que, regarde, le gars a emmené le congélateur chez une connaissance. Ce n'était pas comme s'il était arrivé à 17h avant de frapper à la porte. Je peux brancher mon congélateur. Il n'y a plus d'électricité chez moi, laisse-le ici. Le gars l'a emmené au milieu de la nuit, mec, vers 3 heures du matin avec l'aide de deux autres types bizarres. Il a tout verrouillé avec un cadenas et a demandé qu'on n'y touche pas. La chance. Si on peut appeler ça de la chance dans une histoire pareille, c'est qu'il était un peu maladroit, tu vois? Le cadenas avait été mal installé à l'envers, ce qui a facilité l'ouverture de la serrure au moment où la femme est allée voir par curiosité ce qu'il y avait là. Et puis, il s'est passé ce que je vous ai raconté, n'est-ce pas? Elle a ouvert ça avec un tournevis, une forte odeur s'est dégagée, un seau, et dans ce seau, un pied humain. Et ils ont appelé la police. Les experts sont alors arrivés à la maison, ils sont allés vérifier le congélateur. Ils ont remarqué la présence de restes humains. 2 bras, 2 jambes et un pied. Mais il manquait le tronc. Et de la tête, il ne restait presque rien. Un morceau là, tu vois? Ce qui restait de cette tête était totalement détruit. En partie rongé, tu vois? Et c'est exactement là qu'est apparu le premier gros problème de l'enquête. Dans cet état, le médecin légiste n'a pu déterminer la cause de la mort de cette femme. C'est que dans une mort violente comme celle-ci, les marques qui racontent ou peuvent raconter l'histoire, hein, tu sais, les fractures, les signes de traumatisme, enfin, les preuves physiques, elles sont là, non? Les traces laissées sur les organes se trouvent aussi généralement justement dans la tête et dans le tronc. Et c'était exactement ça qui avait disparu ou qui avait été détruit. Il restait les membres qui permettaient même d'identifier la victime, mais pas de savoir comment elle avait été tuée. Celui qui avait fait ça, volontairement ou non, avait effacé la réponse à la question la plus importante de toutes. Comment Shannon est-elle morte? Mais le corps, même incomplet, comme je l'ai dit, gardait encore 2 moyens d'identifier la victime. Le premier, sur l'un des pieds, il y avait un tatouage de scorpion. Et Shannon, qui était du signe du scorpion, avait exactement ce tatouage au même endroit. La deuxième chose qui a définitivement confirmé l'identification, ce sont les empreintes digitales. Plus de doute, le corps dans le congélateur était bien celui de Shannon Graves, la jeune femme dont le petit ami disait qu'elle avait simplement déménagé dans une autre ville. Avant de chercher la personne ayant laissé ce congélateur, la police a dû écarter l'hypothèse la plus évidente, n'est-ce pas? Après tout, le congélateur se trouvait chez ces personnes qui avaient appelé la police. Qu'on le veuille ou non, ils devaient fouiller un peu, creuser pour savoir, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Ces personnes, les propriétaires de la maison, étaient là en tant que suspects, n'est-ce pas? Sur la liste des suspects. Les deux ont donc été emmenés ensuite, séparés l'un de l'autre, chacun racontant sa version. Et les deux versions concordaient parfaitement. Sans faille, sans incohérence, n'est-ce pas? Sans cette contradiction qui trahit un mensonge. La police n'avait donc aucune raison de penser que c'était leur œuvre. C'était juste un couple ordinaire qui avait simplement commis l'erreur d'être trop gentil avec la mauvaise personne. La police a relâché les deux, puis s'est concentrée sur la seule question importante. Qui avait amené ce congélateur ici? Et c'est là que les pièces commencent à s'emboîter. Le congélateur avait été laissé là par un homme qui s'était présenté sous le nom d'Anthony Gonzalez. Mais lorsque la police a recherché cet Anthony Gonzalez, elle a découvert que ce nom était faux. C'était le surnom que le type utilisait pour se cacher. Et ce type était déjà dans le collimateur. Bien sûr, c'était le petit ami de Shannon, non? L'homme qui répétait qu'elle était partie. En réalité, il s'appelait Arturo Novoa. Ils l'ont donc emmené, lui et la femme qui vivait avec lui, pour un interrogatoire. Et ils sont allés fouiller l'appartement où il vivait. Je vais t'expliquer qui était cette femme qui vivait avec l'assassin de sa petite amie. Qu'ont-ils trouvé dans cet appartement? Ça en disait long, tu sais. Il y avait du sang sur le mur. Il y avait le manuel d'instruction du même modèle de congélateur où le corps a été retrouvé. Et sur le porte-clés d'Arturo lui-même, la police a trouvé la clé du cadenas de ce congélateur. Tout cela après qu'il ait regardé les détectives dans les yeux et juré qu'il ne savait rien à propos de ce congélateur.
On aurait dit que c'était la fin, non? Affaire classée. Il y avait le corps, il y avait l'identité. Il y avait le principal suspect qui avait menti sur la localisation de la victime. Du sang, le manuel, la clé, etc. On aurait dit que l'affaire était vraiment prête à être portée devant la justice. Mais il y a toujours plus, n'est-ce pas? Parce que lorsque la police a examiné calmement la femme qui vivait là avec Arturo, l'affaire a cessé d'être seulement un meurtre et est devenue l'une des choses les plus cruelles, macabres et perturbantes que ces enquêteurs avaient vues jusqu'alors. La deuxième femme, le nom de cette deuxième femme était Katrina Litton. Elle avait une trentaine d'années, était mère de 2 enfants et avait déjà un passé de relations tumultueuses avec Arturo. Cela durait depuis des années. Mais pour que cette pièce s'emboîte correctement dans l'affaire, tu dois savoir comment était vraiment la relation entre Shannon, la victime, et Arturo, le meurtrier. D'accord? Ils s'étaient rencontrés en avril 2016 et avaient rapidement entamé une relation. En septembre, ils vivaient déjà ensemble chez elle. Mais derrière les portes closes, la relation était pourrie, explosive, et il avait des antécédents de violence envers Shannon. À la fin de 2016, ils ont même rompu et Arturo est allé vivre avec une autre femme. Ça n'a duré qu'une semaine et en 7 jours, il était déjà de retour chez Shannon. Et cette femme vers qui il s'est tourné cette semaine-là, c'était Katrina. Autrement dit, on peut comprendre que c'était un point d'ancrage, non? Quand les choses devenaient compliquées, il y avait cette fameuse Katrina qui accueillait le gars, disons. Écoute bien ce que cette femme a fait, d'accord? Parce qu'à partir d'ici, cette histoire cesse d'être juste un meurtre de plus, comme je l'ai dit, et devient l'une des choses les plus froides et calculées que tu vas entendre dans cette affaire. Environ 2 semaines après la dernière fois qu'on a vu Shannon vivante, Katrina a emménagé dans la maison où Shannon vivait. Et elle n'a pas juste emménagé, d'accord? Elle a commencé à conduire la voiture de Shannon, à utiliser le téléphone portable de Shannon. C'était très probablement elle qui envoyait ces messages-là, tu te rends compte. Et elle continuait enfin à utiliser la carte de prestation de Shannon pour faire des achats. Elle s'occupait de la petite chienne de Shannon, Molly. Elle, disons, n'a pas seulement pris la place de Shannon comme petite amie de ce type-là. Katrina a enfilé la vie de Shannon comme on enfile un vêtement, et elle a paradé ainsi dans Youngstown pendant des mois. Cette mise en scène a précisément retardé la déclaration de disparition. Tant que Shannon continuait à faire des achats, à conduire, à envoyer des messages, personne ne la cherchait vraiment. Et ce qui arrivait à Shannon pendant tout ce temps, c'est la partie la plus sordide de cette affaire. Alors accrochez-vous, car c'est la reconstitution que la justice elle-même a établie de ce qui s'est passé, étape par étape, d'accord? Le 24 février 2017, à l'intérieur de la maison où ils vivaient tous les deux, Shannon, les gars. Arturo a battu Shannon à mort. C'est dans la salle de bain, avec un objet lourd qui lui a asséné plusieurs coups à la tête. Elle a perdu la vie. À partir de ce moment-là, une opération longue et de plus en plus grotesque a commencé pour faire disparaître ce corps. Une opération qui s'est étalée sur des mois et à plusieurs adresses différentes. D'abord, il a rasé la tête de Shannon. Il a enveloppé le corps dans des sacs poubelles et avec Katrina l'a placé dans le coffre de la voiture de Shannon. Puis ils ont transporté le corps chez Katrina. C'est dans le garage de cette maison qu'est intervenu le troisième personnage, une connaissance d'Arturo, appelé Andrew Herman. Alors les deux hommes ont démembré le corps de Shannon là même dans le garage. Ils ont séparé les bras, les jambes et la tête du tronc. Les bras et jambes dans une boîte, la tête et le tronc dans une autre. Et pourquoi Herman accepterait-il de participer à une telle atrocité? Je suis sûr que c'est ce qui vous passe par la tête. Donc ce n'était pas un inconnu qui est apparu pour donner un coup de main dans cette affaire, d'accord? Lui et Arturo étaient déjà de proches collègues depuis l'époque du trafic de drogue, tu vois. Autrement dit, c'était deux voyous qui avaient déjà beaucoup en commun. Et une autre explication de ce que Herman a fait dans ce garage. Elle n'allait apparaître que bien plus tard au tribunal, d'accord? Et j'y viens dans un instant. Bon, ces boîtes où les morceaux du corps ont été placés sont retournés chez Shannon et ont fini dans un congélateur. Le premier congélateur de l'histoire. Et c'est là qu'on voit l'ampleur du travail qu'ils ont eu pour tout dissimuler, parce que ça ne s'est pas arrêté au démembrement, d'accord? Début mars, Arturo a appelé un ami qui habitait aussi à Angstal et lui a demandé de faire un grand feu dans son jardin. Maintenant, ça paraît vraiment étrange, non? Quelqu'un laisse une autre personne brûler de nombreuses choses dans son jardin, soudainement. Je dois vous donner du contexte. Pour le propriétaire de la maison, il n'y avait rien d'anormal là-dedans. Faire un feu de camp dans le jardin, c'est quelque chose d'assez courant là-bas, d'accord? Il n'avait juste aucune idée de ce qu'Arturo comptait brûler là-bas, n'est-ce pas? Donc, Arturo a apporté les affaires.
les vêtements de Shannon, des documents, les cheveux qu'il avait rasés, un bracelet à elle avec son nom gravé dessus, et il a tout mis dans le feu. Sauf que le feu est devenu si grand que même les pompiers sont venus demander si tout allait bien. Le lendemain, les habitants de cette maison-là, qui étaient prêtés, tu vois, qui était un des amis d'Arturo, ils sont allés fouiller dans les cendres de ce feu de camp. Et ils ont trouvé, au milieu de la suie, le bracelet avec le nom de Shannon. Là, ils ont commencé à réaliser, tu vois. Ils avaient vu, la nuit précédente, Arturo et Katrina jeter plein de sacs dans ce feu-là. D'après ce qu'on comprend, ils n'ont pas participé à ce petit feu-là, d'accord? C'était juste ce type-là, en fait. Je ne sais même pas si c'était un feu de camp pour s'amuser ou s'ils ont vraiment prêté le jardin pour que le gars brûle quelques affaires à lui. Eh bien, ces gens-là, le propriétaire de cette maison qui était méfiant, ils sont allés là-bas, ont fouillé dans les cendres et ont gardé ce qu'ils ont trouvé. Et ensuite, tout ce qu'ils ont gardé a été remis à la police. Mais avant de poursuivre l'enquête, il y a une autre partie que je dois raconter, qui concerne l'histoire de l'acide. Ils ont commandé 12 gallons d'acide sulfurique dans un magasin de la chaîne Walmart. Sauf qu'ils ont passé la commande avec un nom inventé, qui était Chicken Man, l'homme poulet. Alors, il y a eu un petit problème, n'est-ce pas? Quand ils ont récupéré la commande, l'employé a refusé de donner de l'acide sulfurique à quelqu'un inscrit comme Chicken Man, sans pièce d'identité. Pour récupérer l'acide, donc Katrina a dû montrer ses vrais papiers, payés avec sa propre carte. Et je veux dire, tout a été enregistré, n'est-ce pas? Avec le nom, la carte. Autrement dit, ils étaient en train de se constituer des preuves contre eux-mêmes, juste à cause de cette histoire bizarre de Chicken, n'est-ce pas? Et tout s'est effondré là aussi. En somme, les gars, pour un duo qui voulait mettre au point le plan parfait, n'est-ce pas? Pour faire disparaître le corps sans laisser de traces, disons que ce n'était pas vraiment un travail de génie, n'est-ce pas? Bon, ils ont tout amené ici. Ils ont tout versé sur la boîte contenant la tête et le torse de Shannon, d'accord? La majeure partie du torse et du crâne s'est en quelque sorte dissoute dans l'acide, là. Le morceau de crâne qui restait a été mis au congélateur avec les bras et les jambes. Et c'est ainsi que le corps est resté dans ce congélateur, chez Shannon elle-même, jusqu'en juin. Les mois ont passé et Arthur, Katrina et ses deux enfants ont continué leur vie tranquillement, jusqu'à ce que la famille signale enfin la disparition de Shannon, en juin comme nous l'avons vu. Et Arthur a compris que, tôt ou tard, la police viendrait frapper à sa porte. C'est alors qu'il a eu cette idée de logistique macabre. Katrina a loué un appartement ailleurs, à Youngstown. Arthur a sorti le reste du corps de Shannon du premier congélateur, après en avoir acheté un second. Il a tout remis dans le coffre de sa voiture, puis emmené à l'appartement loué et placé dans le nouveau congélateur. Il y a un détail important. Quand le propriétaire de ce logement-là a commencé à remarquer qu'en fait, personne ne s'était installé là. L'appartement était loué, mais personne n'y vivait. Il est allé jeter un coup d'œil. À l'intérieur de l'appartement, il n'y avait que le congélateur, le manuel de garantie de l'appareil et une valise noire. Ils avaient loué tout l'appartement juste pour cacher le congélateur. En fait, il a caché le corps, n'est-ce pas? Bon, quand la police a finalement obtenu un mandat de perquisition et a fouillé la maison où Shannon avait vécu avec ce type, Arthur a de nouveau paniqué. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il a appelé son ami là-bas à Campbell. Avec ce prétexte bidon de coupure de courant, tu sais, de la viande qui allait pourrir. Il a demandé à laisser le congélateur là-bas. Alors il y est allé. Il a laissé le congélateur fermé à clé, comme je l'ai dit. Tout s'est ensuite enchaîné. Je n'ai pas tout raconté dans l'ordre, mais tu peux assembler les éléments. Tu vas voir une série de grandes coïncidences qui finissent par s'assembler, n'est-ce pas? Les maillons de cette chaîne criminelle. Il y a un détail juridique complexe dans ce genre d'affaires, tu sais? Avec tout ce que la police avait déjà. Le corps dans le congélateur, le sang, l'acide acheté au nom de Katrina, n'est-ce pas? Condamner ces gens-là pour avoir caché, détruit le corps, c'était pratiquement certain. De ça, il n'allait pas y échapper. Le problème, c'est que cacher un corps est un crime. Tuer, c'en est un autre, bien plus grave, non? Et bien plus difficile à prouver. Et c'était justement l'accusation de meurtre qui dépendait d'une pièce manquante. La preuve de comment et par qui Xenia avait été tuée. Sans cela, il existait un risque réel qu'ils ne soient accusés que d'avoir manipulé le corps, et qu'ils échappent à l'accusation pour la mort elle-même. Et ce qui a débloqué cette partie, c'est ce petit groupe de malfaiteurs eux-mêmes qui ont fini par parler. Tu connais l'histoire où, quand ils ont l'eau jusqu'au cou, ils parlent? Alors le petit groupe macabre a commencé à parler. Convoqués à témoigner devant la justice, les impliqués ont commencé à se dénoncer les uns les autres. Celui qui a fourni l'information manquante était l'homme du garage, Andrew Herman. Tu te rappelles, il a aidé à démembrer le corps. Oui, c'est lui qui a dit aux enquêteurs comment Xenia avait été tuée. Selon le procureur, Herman a été le seul à expliquer comment elle est morte.
Au tribunal, les avocats de Herman ont soutenu qu'il n'avait accepté d'aider à démembrer le corps que parce qu'il était terrifié. Il venait de voir de ses propres yeux de quoi Arturo était capable. Pris de peur, il s'est dit « Si je ne l'aide pas, il va me tuer aussi ». Et le témoignage de Herman a eu un effet que personne n'attendait. D'accord? Il a fait tomber un accord qui était déjà en train d'être conclu. Parce que Katrina, à ce moment-là, avait déjà négocié un petit accord avec le parquet pour balancer tout le monde. Et disons, un accord scandaleusement généreux en échange de son témoignage contre Arturo. Elle n'aurait qu'une peine de probation sans passer un jour en prison. Et ce n'était pas une théorie. Ça avait marché. Elle a même été libérée en 2018 au cours de toute cette affaire. La propre sœur de Shannon, révoltée, a qualifié cela d'absolument absurde. Sauf que Herman a montré que Katrina avait menti sur son propre rôle dans le crime. La famille de Shannon a déposé une contestation formelle contre cet accord, et l'affaire a finalement été saisie par le bureau du procureur général de l'État de l'Ohio. Le juge a tout revu et a annulé cet accord. C'est là que les vraies conséquences sont arrivées. Arturo Novoa, l'homme qui a tué Shannon et orchestré des mois de dissimulation, a plaidé coupable en 2019 pour homicide et pour des dizaines d'autres chefs d'accusation liés à la destruction et à la dissimulation du corps. La peine a été de 48 ans à la réclusion à perpétuité. En d'autres termes, cela signifie qu'il restera au moins 48 ans. Katrina Layton, après l'échec de son accord, a été condamnée à 18 ans. Lors de l'audience, le procureur a résumé son rôle en une phrase. D'accord? C'est peut-être Arturo qui a tué, mais c'est Katrina qui a dirigé la dissimulation. C'est elle qui a aidé à trimballer les morceaux de Shannon à travers la ville, tout en portant littéralement les vêtements de la femme qui avait été assassinée. Andrew Herman, le gars du garage là-bas, a pris 12 ans. Et sa femme? Eh ben les gars, il y a encore une autre personne impliquée dans tout ce bazar. Michelle a été condamnée pour intimidation et obstruction à la justice parce qu'elle a menti devant le grand jury sur ce qu'elle savait vraiment. Elle a aussi menacé par message un témoin qui informait la police. Elle avait déjà passé presque 2 ans en prison pendant que l'affaire avançait, tu vois, pendant l'enquête. Et elle a donc pris 6 mois de plus en prison, en plus de 5 ans de probation. 4 personnes ont été poursuivies dans cette affaire étrange. La justice, dans ce cas, arrive toujours trop tard et reste incomplète, n'est-ce pas? Le père de Shannon était un ancien policier de Youngstown. Au milieu de toute cette enquête, alors que l'affaire traînait encore, il est mort soudainement au début de 2019, quelques mois avant la condamnation de l'homme qui avait tué sa fille. Il n'a vu aucun des 4 payer quoi que ce soit. À cause de l'acide et de ce qu'ils ont fait au corps, il ne restait presque rien, juste quelques morceaux récupérés. La sœur de Shannon a résumé en une phrase combien cette affaire était malsaine. Elle n'allait enterrer qu'une partie de sa sœur. Mais il y a une partie de cette affaire qu'aucune sentence ne pourra réparer non plus. Au-delà du caractère pourri de ces personnes, c'est justement cela. Ce qui a été enlevé à Shannon après sa mort, que la famille ait été privée du droit de lui dire adieu dans son intégralité. Au fil des années, Arturo a multiplié les recours, cherché à annuler sa confession, à réduire sa peine, avançant tous les arguments possibles. Il a tout perdu, il reste en prison, et Katrina purge aussi sa peine. Et la petite chienne de Shannon, Molly, sans le vouloir, il y a même une certaine ironie du destin là-dedans, une sorte de poésie, non? Si tant est que ce mot convienne. C'est elle qui a tiré le premier fil qui a mené à une véritable enquête dans cette affaire, n'est-ce pas? En plus, bien sûr, de la recette de pâtes aux boulettes de viande. Un hasard qui, au fond, n'en est pas vraiment un, n'est-ce pas? Ça a fini par résoudre cette affaire. Maintenant, je suis sûr que tu dois te demander pourquoi cela s'est produit, n'est-ce pas? Pourquoi Arturo a-t-il fait ça? Et tu vois, la réponse la plus honnête, qui est celle que le procureur lui-même a donnée, c'est que la raison est aussi embrouillée que toute l'histoire. Il n'y a pas eu de déclencheur clair, tu sais. Du genre, ah, c'est arrivé à cause de ça. C'est ce que l'accusation a dit, non? C'est que Arturo était un trafiquant médiocre, envieux, qui enviait ce que Shannon avait, son argent, ses affaires, et il vivait déjà une relation très compliquée où il y avait déjà de la violence. Et puis il y a Katrina, n'est-ce pas? Katrina était le point d'ancrage d'Arturo, comme je l'ai dit, et elle était amoureuse de lui. Elle voulait Arturo rien que pour elle. Donc c'est un mélange de plusieurs raisons, n'est-ce pas? Ce qu'on peut résumer, c'est que le crime a été commis de sang-froid, par pure mesquinerie. D'ailleurs, quand on a demandé à Arturo pourquoi il ne s'était pas débarrassé du corps, par exemple dans un lac, il a répondu que le corps allait sûrement remonter à la surface et qu'il serait attrapé. Au fond, il ne s'est jamais repenti et il ne pensait qu'à sa propre petite situation. Maintenant, dis-moi ce que tu as pensé de cette histoire. Et il y a d'autres affaires vraiment macabres et bizarres ici sur la chaîne.
continue à regarder et identifie-moi sur tes réseaux pour que je vois, d'accord? Bisous du roux, merci d'avoir été là, à bientôt pour le prochain épisode.